Salut les amis, je m'appelle Alex et je suis coach en sport et en nutrition. Aujourd'hui, je vais partager avec vous les 5 leçons les plus importantes que j'ai apprises à ce jour en musculation. 16 ans, alors que nous entamons l'année 2020, je rentre dans ma 16e année consécutive d'entraînement en musculation. J'ai en effet débuté la musculation en janvier 2004 alors que j'avais 19 ans et aujourd'hui j'en ai 35. Donc si vous faites le calcul, ça me fait 16 années d'entraînement au compteur à l'heure actuelle. Ces années d'entraînement ont été consécutives, ce qui signifie que je n'ai de mémoire pas pris un seul break de plus de 3 jours depuis 16 ans. J'ai certes effectué des décharges d'entraînement de volume et ou d'intensité et parfois remplacé mes séances de musculation par des séances de calisthénie au poids du corps, mais je n'ai pas souvenir de m'être reposé plus de 3 jours consécutifs en 16 ans d'entraînement, à l'exception peut-être d'une hospitalisation qui a duré 4 jours en 2011. Mon but ici n'est ni de vous impressionner, ni de vous faire peur en insinuant que la musculation exige une telle discipline de fer et une telle persévérance. Quoique, mon objectif est surtout de vous dire qu'en 16 années d'entraînement, j'en ai fait des séances, j'en ai passé des heures à la salle et j'en ai déplacé des charges. Plus important encore, j'en ai appris des choses sur la musculation et appris empiriquement, en expérimentant de moi-même, par moi-même et sur moi-même. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais donc pour une fois laisser un peu la vraie science de côté et faire un peu plus de bro-science en partageant avec vous 5 leçons importantissimes que j'ai apprises au gré de mes 16 années de musculation. Certains d'entre vous trouveront peut-être ces leçons un peu trop philosophiques à leur goût, mais croyez-en mon expérience. J'aurais adoré avoir quelqu'un qui m'enseigne ce que je m'apprête à vous dire avant que je n'entame la musculation en 2004. Ces 5 leçons, les voici. Leçon numéro 5. Plus ne veut pas dire mieux. De toutes, c'est probablement la leçon qu'il m'a fallu le plus de temps pour apprendre et surtout pour accepter. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo sur mes 7 plus grosses erreurs en musculation, durant mes 7-8 premières années de pratique de la musculation, je m'entraînais comme un damné, presque 7 jours sur 7 et souvent 2 fois par jour, sans compter qu'en plus de ça, je faisais du basket quotidiennement. Toute cette débauche d'énergie était nourrie par la croyance erronée que j'avais que plus je m'entraînerais, plus je progresserais vite. Bien entendu, j'étais en partie dans l'erreur. Il m'a en effet fallu de nombreuses années de surentraînement et de frustration quant à mon développement musculaire et à mes performances physiques sous-optimales pour comprendre que si je ne progressais pas, ce n'était pas parce que je n'en faisais pas assez, mais au contraire parce que j'en faisais trop. Lever le pied de l'accélérateur a été l'une des choses les plus difficiles à accepter pour moi car je craignais qu'en arrêtant de m'entraîner ne serait-ce que 2 jours, je perdrais les résultats corrects sans plus que j'avais réussi à obtenir. Bien entendu, il n'en a rien été, au contraire même. De fait, je n'ai jamais été aussi massif et performant qu'après avoir décidé de faire de ma récupération une priorité, au même titre que mon entraînement et que ma nutrition. Entre 26 et 28 ans, soit entre ma 7e et 9e année d'entraînement, j'ai en effet atteint 94 kg pour 1m82. J'étais également capable de faire des séries de 10 dips lestés à 70 kg et des séries de 6 tractions lestées à 60 kg. Puis je suis redescendu progressivement vers 90 kg pour un pourcentage de masse grasse avoisinant environ les 10%, où je suis resté pendant à peu près 3 à 4 ans. Ce que vous devez retenir d'essentiel à travers la narration de ce récit de ma vie personnelle, c'est qu'il en va de la musculation comme de n'importe quel domaine de la vie. À savoir que celui qui progresse le plus vite n'est pas nécessairement celui qui s'entraîne le plus dur, mais surtout celui qui s'entraîne le mieux. Il va de soi que si vous vous entraînez dur, mais bêtement, vous progresserez moins vite que si vous vous entraînez dur et intelligemment. Or, s'entraîner intelligemment exige parfois de savoir moins s'entraîner pour récupérer et progresser, et ceci est particulièrement vrai si vous êtes un athlète naturel, autrement dit que vous ne consommez aucun produit dopant. Vous pouvez et devez penser no pain, no gain, mais vous pouvez et devez penser aussi no brain, no gain. N'utilisez pas que vos muscles, utilisez également votre tête. À la salle, ne soyez pas de ceux qui font 80% d'efforts pour 20% de résultats, mais plutôt de ceux qui font 20% d'efforts pour 80% de résultats. Tel doit être votre état d'esprit. Pour en savoir concrètement plus sur la fréquence, l'intensité et le volume d'entraînement optimal pour un pratiquant de musculation non fruité, je vous invite à cliquer sur ce lien. Leçon numéro 4. Les plus musclés ne sont pas nécessairement les meilleurs conseillers. J'ai appris à mes dépens qu'en musculation aussi, l'habit ne fait pas le moine. Ce n'est pas parce qu'un mec est plus musclé qu'un autre qu'il sait nécessairement mieux que cet autre comment vous guider pour vous aider, vous aussi, à gagner de la masse musculaire. C'est une erreur courante que je vois beaucoup de newbies commettre et à vrai dire, je les comprends car je l'ai moi-même commise durant des années. On a en effet tendance à penser que si un mec est très musclé, c'est qu'il sait nécessairement comment s'y prendre pour gagner de la masse musculaire et que par conséquent, il peut nous aider à en gagner à notre tour. Cela dit, cet argument de bon sens a également ses limites. Ce n'est pas parce que quelque chose a marché sur quelqu'un que cela va nécessairement marcher sur vous.
en particulier en musculation. En musculation, les variations d'un individu à un autre sont particulièrement marquées et ceci peut s'expliquer de 4 manières différentes. D'abord, il y a la génétique. La nature ne nous dote en effet pas tous des mêmes capacités et cette iniquité est particulièrement visible en musculation. Alors que certains sont naturellement doués pour prendre de la masse musculaire et rester secs, d'autres sont beaucoup moins bien lotis et doivent de ce fait faire 2 fois plus d'efforts pour arriver à des résultats qui restent souvent malgré tout inférieurs à ceux obtenus par les gâtés de la nature. Nous n'évoluons également pas à la même vitesse en raison des capacités de récupération propres à chacun. Ensuite, nous n'avons pas tous la même morphologie. Si certains exercices peuvent parfaitement convenir à certains individus à la morphologie adaptée, ces mêmes exercices peuvent s'avérer totalement contre-productifs et même dangereux pour d'autres individus qui n'ont pas la morphologie pour. Nous n'en sommes également pas au même stade de notre carrière d'entraînement. Les techniques et modalités d'entraînement qui fonctionnent sur un type qui a 15 ans de musculation sous la ceinture peuvent ne pas convenir à quelqu'un qui a à peine 6 mois d'entraînement sous le capot. Enfin, certains pratiquants de musculation se dopent et c'est une triste réalité dont il faut tenir compte lorsque l'on demande conseil à quelqu'un à la salle. Ainsi, d'après une étude publiée en 2014, le taux d'utilisation de stéroïdes anabolisants chez les pratiquants de musculation serait de 3,3% dans le monde, avec une estimation de 2,9 à 4 millions d'usagers réguliers aux seuls États-Unis. À mon avis, ces chiffres sont largement sous-estimés, dans la mesure où peu d'athlètes sont prêts à admettre qu'ils ont recours à des substances dopantes. Or, demandez à un consommateur régulier de stéroïdes comment il faut faire pour gagner de la masse musculaire quand on est soi-même naturel revient au même que de demander à un escroc comment devenir riche quand on est honnête. C'est une naïveté que l'on finit souvent par payer soi-même au prix fort. J'étais moi-même plus massif il y a 5 ans qu'aujourd'hui. Et pourtant, je peux vous garantir que je me sens bien mieux outillé pour vous aider à gagner de la masse musculaire aujourd'hui qu'il y a 5 ans. Leçon numéro 3, il ne faut se comparer à personne d'autre qu'à soi-même. Cette troisième leçon est intimement liée aux 2 précédentes dans la mesure où elle en est souvent à l'origine. La plupart du temps en effet, si l'on cherche à s'entraîner plus et que l'on écoute les conseils des mecs les plus baraqués, c'est parce que consciemment ou pas, on se compare à eux, à leurs muscles, à leur performance et à leur définition musculaire. Nous aimerions être comme eux. Aussi sommes-nous prêts à avaler tout ce qu'ils ou elles nous disent sans même chercher à vérifier si c'est vrai. Dans l'absolu, s'inspirer de meilleurs que soi n'est pas une mauvaise chose. Au contraire, cela représente même une excellente source de motivation pour progresser. Et si la personne dont on s'inspire sait vraiment de quoi elle parle, alors également une source d'information de qualité. Ce qui est mauvais en revanche, c'est de se comparer aux autres, qu'ils soient meilleurs ou moins bons que soi. Lorsque l'on se compare à autrui, on regarde ce que cet autre a et que l'on n'a pas soi-même encore, et de cette comparaison naît souvent de la frustration. Bien qu'utile à petite dose, cette frustration peut devenir dangereuse dès lors que la distance entre ce que l'autre a et ce que l'on n'a pas soi-même nous paraît insurmontable. À terme, cela peut alors devenir une source de démotivation et d'abandon, ou autrement un motif pour recourir à des méthodes draconiennes comme notamment la consommation de produits dopants. Par exemple, plus jeune, j'étais convaincu que le power bodybuilder, comme il aime lui-même à se définir, Mike O'Hearn, était naturel. Aujourd'hui encore, ma naïveté juvénile me fait sourire. Mais avant de me faire sourire, elle m'a d'abord bien coûté. Parce que j'étais con et vaincu que le physique de Mike O'Hearn était atteignable naturellement, j'ai tenté de suivre à la lettre, mais à mon niveau de performance bien sûr, sa méthode d'entraînement, sa diète et son protocole de supplément. Et ça m'a cassé. Au bout de seulement quelques semaines de suivi de son programme d'entraînement, j'étais épuisé. Je ne progressais plus, pire même, je régressais tant au niveau de mes perfs que physiquement. Mais plutôt que de me résigner à abandonner, j'ai décidé de continuer à suivre ses conseils bon gré mal gré, car je me disais que si Mike O'Hearn y arrive, alors je peux y arriver, sinon c'est que je suis qu'une femmelette. Je me comparais sans cesse à lui. Bien évidemment, en suivant cette voie, je n'ai fait que davantage creuser ma tombe. Cette expérience se soldant in fine par un surentraînement de l'espace, couronné d'un sentiment d'incapacité de ne pas avoir réussi à aller jusqu'au bout et faire comme Mike O'Hearn. Par pure ignorance et naïveté aussi, j'occultais la raison centrale de son physique et de ses performances titanesques, à savoir sa consommation, bien entendu, inavouée, de stéroïdes anabolisants et tutti frutti. Attention, même si ça n'en a pas l'air, mon intention ici n'est pas de le démolir. Il fait ce qu'il veut de son corps et avec sa conscience. Mon objectif est surtout que vous preniez conscience des dangers bien réels de la comparaison à autrui, en particulier si cet autre ne joue pas dans la même cour que vous. Il règne en effet une hypocrisie sans nom au sein de l'industrie du fitness eu égard à la consommation de produits dopants. Et si vous ne faites pas attention à garder un tant soit peu de recul par rapport au modèle de fitness que vous suivez, vous risquez de vous embarquer dans une mésaventure aux conséquences potentiellement bien plus néfastes que la mienne. Inspirez-vous de ce que font les meilleurs, mais ne vous comparez à personne d'autre qu'à vous-même.
Trouvez du contentement dans votre propre progression et ce, même si elle est 10 fois plus lente que celle de votre modèle de fitness ou bodybuilder favori. Vous n'êtes pas avec lui ou elle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour voir ce qu'il ou elle fait en coulisses. N'oubliez jamais ce fait. Leçon numéro 2. La musculation n'est pas un sprint mais un marathon. La musculation n'est pas un sprint, c'est un marathon. Ceux qui ont déjà couru un marathon comprendront aisément de quoi je parle. Si vous démarrez votre marathon sur les chapeaux de roue en essayant de calquer votre foulée sur celle des coureurs chevronnés devant vous, vous irez certainement très vite sur les premiers kilomètres, mais serez certainement contraint de ralentir et peut-être même d'abandonner à mi-parcours car vous vous serez totalement cramé. En revanche, si vous démarrez doucement et que vous courez vos 42 km à votre propre rythme, vous ferez certes distancer sur les premiers kilomètres par celui qui a démarré sur les chapeaux de roue, mais vous finirez tôt ou tard par le rattraper et peut-être même par le dépasser. C'est le fameux principe du lièvre et de la tortue. Eh bien, c'est exactement la même chose en musculation. Comme dans bien des domaines dans la vie, ce n'est pas nécessairement celui qui va le plus vite ou qui en fait le plus qui va le plus loin, mais celui qui va à son propre rythme et surtout celui qui n'abandonne jamais. L'industrie du fitness nous vend sans cesse du rêve en nous faisant miroiter la perspective qu'il est possible d'obtenir une sangle abdominale ciselée et de très gros biceps en 90 jours. C'est un énorme mensonge. Les études scientifiques, confortées en cela par les opinions d'experts en fitness, semblent pour leur part indiquer qu'il faut en moyenne entre 6 et 10 ans pour maximiser de façon naturelle son potentiel de masse musculaire. 6 à 10 ans. On est donc bien loin des promesses court-termistes vendues par les magazines de fitness. Tout ce qui vaut la peine d'être accompli prend du temps et c'est pareil en musculation. Gagner de la masse musculaire est un processus de longue haleine et au-delà d'un certain point, vous ne pouvez pas accélérer ce processus même si vous vous entraînez et que vous mangez 10 fois plus, sauf si vous vous dopez. Si vous voulez maximiser votre potentiel musculaire, il vous faut donc adopter une vision sur le long terme, une vision marathon de la musculation, où chaque séance, chaque série et chaque répétition est un petit pas de plus vers le physique auquel vous aspirez et où la persévérance, la volonté de ne pas lâcher jusqu'à l'arrivée compte bien plus que la motivation du départ. Leçon numéro 1. La musculation est plus qu'un sport, c'est aussi un art, un état d'esprit et surtout un mode de vie. La vision stéréotypée qu'on se fait du culturisme, c'est souvent celle du roi de la gonflette qui fait le cake devant le miroir. En réalité, la musculation en tant que culture physique, c'est beaucoup plus que cela. C'est d'abord un art où, pour reprendre la citation du célèbre bodybuilder Kai Greene, notre corps est la toile, les poids sont notre pinceau et la nutrition notre peinture. Nous avons tous la capacité de transformer notre autoportrait en chef-d'œuvre. C'est également un état d'esprit. La musculation en tant que culture physique ne cultive pas en effet que notre corps, elle nourrit également notre esprit. En nous confrontant sans cesse à nos limites et en nous obligeant à les dépasser, elle ne fait pas que développer nos capacités physiques, elle étend également nos capacités mentales par-delà notre zone de confort. Face à un poids de 100 kg, en effet, on ne peut pas tricher. 100 kg te disent toujours la vérité. Soit ça passe, soit ça casse. Et si ça casse, c'est qu'alors tu dois revoir quelque chose dans ta façon de procéder. Nos performances ou pas à la salle sonnent donc comme une forme de rappel à l'ordre par rapport à nos propres engagements. Faisons-nous vraiment tout ce qui est en notre pouvoir pour progresser ? Enfin, la musculation en tant que culture physique, c'est aussi et surtout un mode de vie qui n'inclut pas que ce que l'on fait à la salle, mais aussi ce que l'on fait en dehors de la salle, c'est-à-dire comment l'on mange et comment l'on récupère. Impossible en effet d'obtenir de bons résultats en musculation si ta nutrition ne suit pas. Impossible également d'en obtenir si ta récupération laisse à désirer. Tu dois donc constamment être vigilant sur ce que tu fais et rester concentré sur tes objectifs. De ce fait, la musculation en tant que culture physique nous enseigne quelque chose de bien plus essentiel à la réussite dans la vie en général, l'autodiscipline ou maîtrise de soi. Voici donc les 5 leçons les plus importantes que la musculation m'a enseignées en 16 années de pratique. J'ajouterai qu'elle m'a également appris que si les résultats sont importants dans la vie, ils le sont finalement moins que le chemin. C'est un peu comme de devenir riche quand on fait ce que l'on aime en fait. Le processus lui-même, le travail lui-même finit par devenir plus gratifiant que les résultats de ce processus ou de ce travail. Mais je digresse encore et j'imagine qu'un certain nombre d'entre vous ont eu leur dose de philosophie pour aujourd'hui. Toujours est-il que je serais vraiment curieux de savoir ce que la musculation vous a appris et apporté à titre personnel. Pour cela, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires sous la vidéo, y compris les plus inspirés. Avant de vous laisser les amis, lâchez un pouce si cette vidéo vous a plu et abonnez-vous à ma chaîne si vous êtes un pratiquant naturel de musculation qui veut progresser. N'oubliez également pas d'activer les notifications. Sur ce les amis, mon estocade finale pour conclure ce quart d'heure philosophique en beauté sera cette magnifique citation de Serge Gainsbourg. Je connais mes limites et c'est pour cela que je vais toujours au-delà. À bientôt.